Quoi de plus normal de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le cadre de votre programme Espace Mini sur Info TV tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Oui, nous sommes mardi, il s'agit de mardi entrepreneurial. Nous avons la ferme conviction que pour bâtir les grandes nations, pour bâtir des grands États, cela ne saurait se faire sans un secteur entrepreneurial fort. C'est la raison pour laquelle tous les mardis, nous mettons un point d'honneur sur la donne entrepreneuriale. Ce matin, on parlera de la formalisation des entreprises avec une question: quelles sont les erreurs à éviter? Lorsque nous parlons de la formalisation des entreprises, y a-t-il des erreurs à ne pas commettre? C'est la problématique essentielle, importante, profonde que nous soumettons à votre appréciation dans le cadre justement de ce programme. Tout ceci se passe au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes donc à pic sur Info TV. Qu'on le veuille ou pas, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. La photocopie ne sera jamais l'original. Monsieur Tchamba, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Comment vous allez? Ça va bien, comme un mardi. Tout se passe bien dans un pays sympathique. Dans un pays sympathique. Oui. Les voisins sont gentils. Oui, les voisins sont gentils. Les femmes sont fidèles. Je profite aussi pour saluer mon voisin, Abeymoun Loberceur, un grand chanteur. Abeymoun Loberceur. Abeymoun Loberceur, qui est mon que voisin. Je connais très bien. Voilà, il est mon voisin d'à côté. Et comme tous les matins, et ce matin je l'ai fait, je sors toujours de chez moi pour aller lui dire bonjour, pour prendre la température. C'est un rituel que j'ai avec lui depuis au moins une dizaine d'années. Lorsqu'il sort son premier album, il y a une vingtaine d'années, je suis jeune animateur à Radio Vénus. Oui. Et nous avons fait des pieds et des mains pour booster cette chanson. À un moment donné, il dit, il est là et puis... il est tailleur, hein? Il est un tailleur, excellent couturier. Il me fait des costumes des fois, il est très bon, parce qu'il a cette art-là en lui. Et surtout, je lui conseille, je lui réclame depuis quelques mois de nous faire un remastering de son album. Il a même d'autres choses qu'il est en train de préparer. Je vis vivement qu'il sorte quelque chose. À un moment donné, Abeymoun est également MC, maître de cérémonie, impresario. Ça veut dire que vous le connaissez vraiment? C'est un frère. Donc bonjour à Abeymoun Loberceur ce matin. Merci à Monsieur Tchamba d'être parmi nous. Monsieur Moulion, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Oh, très bien, merci. Et bonjour à tous les téléspectateurs de l'Espace Miné. Merci également de cette invitation une fois de plus, qui fait déjà de moi depuis quelque temps l'un des privilégiés du plateau. Tout à fait. Je suis déjà régulier et être dans un plateau pareil, le plateau des champions, comme Parfait, ça veut dire que on aspire déjà aussi à la grandeur. Tout à fait. Ça veut dire qu'on tend à être comme Parfait ici, qui rafle les awards. Donc je profite encore pour adresser les félicitations à Parfait ici pour ces awards de cette année. Et je pense que c'est la consécration de services bien rendus. Quelqu'un m'a dit, Parfait, il faudrait déjà aménager toute une chambre pour des nombreux prix. Ah, effectivement, il faudra vraiment une chambre parce que c'est... Et je pense que ça va de soi, hein, c'est l'excellence. Quand on fait bien, on est valorisé, on est reconnu par la nation et ça donne encore plus de courage et plus de force. Et quelqu'un m'a posé une autre question en entrant dans ce studio. Parfait. Comme tu as déjà beaucoup de prix là, est-ce qu'on doit continuer à te donner les prix? Toi, tu peux répondre à cette question? Bon, ben, est-ce que la carrière de Parfait est finie? Plus il travaille, plus il a des prix. Et je pense que d'autres doivent se mettre au travail pour pouvoir récupérer cette... Donc, on ne doit pas arrêter de donner les prix à Parfait parce qu'on lui a déjà donné. Non, on doit continuer à donner. C'est ça qui donne le courage à Parfait de mieux travailler. Plus on est reconnaissant envers le travail bien fait, plus ça encourage la personne à donner le meilleur de lui-même. Donc je pense qu'on doit continuer à donner. Si moi, également, j'avais des prix à donner, c'est que moi, j'en donnerais. Ah bon? Oui, bien sûr. De toutes les façons, à tous les autres organisateurs d'Award, hein, ne vous découragez pas. Si Parfait mérite, donnez-lui. Enfin,
face de M. Moulion, on accueille notre invité permanent dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat. C'est un expert en entrepreneuriat, mais également un chef d'entreprise. Il est double ingénieur. Ibrahim Maxime Julien, bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Bonjour aux copanélistes qui sont avec nous. Bonjour à tous ceux qu'on ne voit pas. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci. Je ne manquerai pas de suivre mon ami Moulium en transmettant également toutes mes félicitations. Et je crois que on doit beaucoup travailler au Cameroun. Moi, ma journée elle a commencé à 2 heures aujourd'hui. Wow. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je suis tellement en retard sur les choses qu'il faut que je fasse que j'ai pas de choix. Et puis, je crois que quelque part aussi, tu es une source de motivation. Parce qu'on se dit, bah écoute, le travail va finir par payer. Il faut y aller et on va y arriver. Donc à ces jeunes-là qui nous suivent encore ce matin, je voulais dire travailler et encore travailler. Et puis un jour, on le reconnaîtra comme on a commencé à reconnaître en conférant des prix à parfait. Et puis j'espère que j'en porterai quelques-uns avant de partir au quitter de la terre. Il y a un jeune qui est venu me rencontrer au bureau il y a pratiquement 2 semaines. Il m'avait appelé. Et j'ai pris le téléphone, il a dit qu'il voulait me rencontrer. Il est venu me rencontrer, il a dit qu'il est sorti d'une école de formation en journalisme, en JRI, journaliste reporter d'image. Je lui ai dit c'est bien, et je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il me dit si je peux faire en sorte qu'il ait une place à Info TV. Je lui ai dit bon moi j'ai un souci, c'est que je ne te connais pas. C'est ça? Je ne t'ai jamais vu exercer. Tu n'as aucun nom. Et c'est difficile pour que tu arrives comme ça à Info TV et qu'on te recrute. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment il va convaincre mon PDG pour qu'on te prenne de cette manière-là. Surtout qu'il n'est pas le seul à venir. Voilà. Je lui ai dit, par contre, la chance que je peux t'offrir, c'est de négocier un stage professionnel pour toi. Maintenant, si tu es bon, Voilà. si tu es compétent, je lui dis, petit frère, on va te recruter. Super. Suivez bien l'histoire. Les jeunes de maintenant, je lui demande d'apporter son dossier, une demande, son CV, le diplôme professionnel, parce que c'est lui qui m'intéressait beaucoup, et sa photocopie de CNI. Il a apporté le dossier. Et je suis venu à Info TV. On avait rendez-vous ici. Le jeune est venu. J'ai fait en sorte qu'il voit le REC, M. Amara. J'ai dit au REC, bon, ça c'est mon petit frère, c'est qu'il n'est même pas. J'ai dit, bon, ça c'est mon petit frère, il doit faire un stage ici. Je lui dis, je t'apporte son dossier demain. Le REC a dit, il n'y a pas de souci. Le lendemain, il n'est pas venu. Et le REC a dit, bon, devant moi, il avait dit à ce gars, il faut commencer lundi. Lundi qui était hier. Je ne sais pas s'il est venu, mais s'il n'est pas venu. Aujourd'hui, il m'appelle. Moi, je suis en train de dormir. À 5, à 6 heures, moi, 6 heures. C'est vraiment ton frère. Il me dit, j'ai un souci là. Il dit, il y a quoi? Il dit, est-ce qu'il peut avoir le nom du monsieur à qui tu m'as présenté? Il dit, quel monsieur? Il dit, ça doit être le rédacteur en chef. Il dit, tu veux faire quoi avec son nom? Il dit, non, je voulais son nom et son numéro de téléphone. Il dit, ben attends. L'OREC a demandé que tu commandes le stage hier. Est-ce que tu as commencé? Je ne sais même pas la réponse qu'il m'a donnée. J'ai dit, tu veux faire quoi avec son numéro? Tu veux faire quoi avec son nom? Je lui dis, jeune homme, quand tu étais venu au bureau l'autre jour, je t'avais prodigué beaucoup de conseils, non? Je t'avais dit comment faire pour s'insérer en entreprise. Je t'avais dit que seul le travail paye. La politesse, la gentillesse, l'endurance et tout. Je lui ai dit, je comprends pourquoi tu es sorti de ce centre de formation depuis 3-4 ans et tu ne travailles nulle part. Parce que regarde les comportements. Maintenant, toi, tu es derrière me demander le nom du REC. Tu veux sur son numéro de téléphone. Tu veux faire quoi avec? Le REC a demandé que tu viennes commencer le stage. Bien commencé. Et je comprends donc qu'il n'est pas venu commencer le stage. Après, on dira que non, Biya doit partir. Biya doit partir. Même si Biya part, ta situation ne changera pas. Parce qu'en réalité, je lui ai dit que tu étais un villageois. Avec tout le respect que j'ai pour les gens de mon village. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là pour ce mardi entrepreneuriat. Je salue déjà mes co-discutants installés et nos millions de téléspectateurs à travers le monde fidélisés à ce programme. Je te rends la parole. 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Toujours un plaisir de retrouver ces aînés sur le plateau. Mardi, de temps en temps, j'aime bien être là moi-même sur le plateau mardi. Ah bon, et pourquoi? Parce que lorsque je suis avec des aînés qui ont une expérience assez poussée en entrepreneuriat et qu'on sait que aujourd'hui beaucoup de jeunes veulent se lancer en entrepreneuriat, ce n'est pas très évident. Il est toujours bien de s'abreuver. Tout à fait. C'est important. Hein? Oui. Depuis 2 ans que nous parlons d'entrepreneuriat sur Info TV, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit parfait. C'est à partir de mardi entrepreneuriat que j'ai décidé de créer mon entreprise. Exact. Je vous assure, sont nombreux. Et le conseil que Ibrahim leur donne souvent sur ce plateau est que n'attendez pas toujours à avoir 10, 50 millions pour se dire que vous pouvez lancer votre entreprise. Oui. Il est possible de lancer quelque chose même avec 100 000 francs. Oui, oui, j'ai déjà pas mal d'entreprises à mon encore, j'aimerais que j'ouvrais une société. Bon, je pense que ça va se concrétiser. Parce que hier soir encore, j'ai rêvé que j'ouvrais une société. Une très grande société. De toutes les façons, TVP nous a retrouvés sur ce plateau. Que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, comme vous le savez, présentent pas mal d'actualités. Et nous choisissons un journal de la maison pour ouvrir cette revue de presse. Il s'agit du tri hebdomadaire La Météo de Dieudonné Mvang qui s'intéresse donc ce jour à la mobilité urbaine. Bientôt la mise en œuvre de Trans et Yaoundé. Cette information barre la une de ce journal qui est à retrouver en page 3. À cet effet, la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage du projet de bus rapide et transit ainsi que les grandes orientations techniques et opérationnelles ont, elles, ce 6 mars 2026 à Yaoundé, été présentées au ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale-Libé, par Alioune Thiam, urbaniste sénégalais, expert consultant dans le domaine des transports et de la mobilité urbaine. Retour donc sur cet entretien, c'est avec le tri hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage en page 3. Mayo Tsanaga et Mayo Sava, Camwater et CICR pour une transformation durable de l'accès à l'eau. Cette information est à retrouver au numéro 1984 de ce mardi 10 mars 2026 du journal Info Matin. Une importante séance de travail avec une délégation des responsables du comité international de la Croix-Rouge à ce 9 mars à Douala était présidée par le directeur général de la Cameroun Water Utilities Corporation, Blaise Moussa. Objectif, passer d'une production de 5 000 à 23 000 mètres cubes d'eau par jour dans les 2 départements de la région de l'extrême nord. Le firmament de Parfait Haïti est également en kiosque ce mardi 10 mars 2026 et le journal Le Firmament s'intéresse au 8 mars au Cameroun, le grand rendez-vous de la Gabegie, les mobilisations festives organisées par les institutions en l'honneur de la femme occultent d'importantes dépenses financières à des fins improductives. Alors que ces artifices occupent les devants de la scène, la gente féminine des zones rurales et des villes subit la maltraitance et les meurtres au quotidien. Une situation qui préoccupe la société tout entière au lendemain de la journée internationale des droits des femmes. Information à retrouver en page 4 du journal Le Firmament. Award des journalistes, Parfait ici dans le top des meilleurs. Sur la scène médiatique, le présentateur vedette des émissions continue de marquer son empreinte en raflant des prix distincts. On parle ce matin de sa créativité ainsi que le talent exprimé au petit écran depuis des années qui renforce sa position indiscutable dans la cour des grands. Retour donc sur les multiples prix du journaliste Parfait ici, c'est en page 5 du journal Le Firmament. Le jour parle d'endométriose, briser l'ignorance pour protéger les femmes. Information à retrouver en page 2. Mutation s'intéresse au féminicide. Droit des femmes, féminicide. Maintenant, ce journal s'interroge. Après le faste et la célébration le 8 mars et le cri de cœur de la première dame Chantal Biya, l'urgence d'une mobilisation collective pour stopper la saignée est présentée en page 5 de ce journal. Session parlementaire de mars. Le messager de Feu Pius Ndiaye s'interroge. Désespoir et désespérance. Interrogation à lire en une. Alors que le pays traverse une crise structurelle marquée par la fuite des cerveaux, les tensions sociopolitiques, la malgouvernance, la gérontocratie et une fragilité économique sans précédent, les travaux qui s'ouvrent ce jour à l'Assemblée nationale et au Sénat sont plus que jamais cruciaux. Nous laissons ce journal pour retrouver la nouvelle expression qui reste également au Parlement ce matin. Assemblée nationale, une révision
constitutionnelle en perspective. La session de l'Assemblée nationale du mois de mars 2026 s'ouvre aujourd'hui avec, dans les coulisses, des informations persistantes sur un projet de loi sur la modification de la Constitution. Les principaux points portent sur la création d'un poste de vice-président de la République plutôt nommé, la limitation des mandats présidentiels, la révision du code électoral, etc. En page 4, le journal La Nouvelle Expression reste donc sur l'ouverture de la session parlementaire du mois de mars. Parlement, ça reprend. Cameroun Tribune nous le dit également ce matin. En une, les députés et les sénateurs retrouvent les hémicycles ce jour dans le cadre de la première session ordinaire de l'année législative 2026. Enjeu majeur de ces travaux, la mise en place des bureaux définitifs dans les deux chambres. Le point parle de septennat et s'intéresse au septennat des grandes espérances. Jeunes et alternance au sérail, pérennisation du système, les castes pour ce septennat des grandes espérances. Paul Biya avait promis d'injecter du sang neuf dans sa gouvernance. De quel jeune parlait le chef de l'État? De la fine crème issue de la méritocratie tirée dans les 10 régions ou le tout venant imposé par les réseaux et les lobbies? Le journal s'interroge ce matin et revient donc sur cette affaire de la page 5 à la page 8. L'œil du Sahel nous amène du côté du maillot Djarendi ce matin et parle bien sûr de ces statistiques. 3 morts lors d'un déguerpissement d'orpailleurs. Information à retrouver en page 5. Nous refermons cette revue de presse avec l'Universitaire, l'hebdomadaire d'information générale, d'éducation et de jeunesse. Parle du septennat de Paul Biya. Femmes et jeunes élèvent des prières pour la réussite du mandat. Réunion de mars 2026 à l'église Réveil des Nations à Yaoundé, les membres de l'association des femmes et jeunes du Cameroun ont organisé une séance de prière dédiée au président de la République. Et bien sûr, l'université de Paul Ngelengele nous le dit ce matin, de la page 4 à la page 5, GIF 2026, des femmes leaders célébrées lors d'une table ronde inspirante. Information à lire en page 8 et traitée au bas de 1. C'est avec l'universitaire que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Merci une fois encore de choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. La session débute ce matin, ce jour, du exact. côté de l'hémicycle de Ngouekele. Exact. Sénateurs et députés se donnent rendez-vous. Exact. On dit qu'il est fort probable que la République prenne un grand tournant sur le plan institutionnel et constitutionnel. C'est ce qui se dit dans les coulisses. Nous attendons voir. Nous attendons de voir parce que il faut dire que c'est un retour assez important. On sait que c'est la première session de l'année en cours et de ce septennat et nous espérons véritablement que les choses vont bien se dérouler de ce côté. TVB, El Perfecto. nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Bonne suite d'émission à vous. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit et que Dieu bénisse le Cameroun. Cyril Tchamba, nous l'avons donc dit, les députés et sénateurs reprennent le travail. Aujourd'hui, l'on a beaucoup parlé des réformes de l'État qui peuvent subir, entre guillemets, un changement. On parle d'une modification de la Constitution et qui est annoncée du côté du Parlement camerounais. Quel est le regard et le commentaire global que vous faites sur cette session qui pourrait entrer dans l'histoire? Ben, écoutez, parfait, ici, c'est quelque chose que nous regardons. Ça fait combien d'années, déjà plus de 3-4 ans, que chaque fois qu'il y a une session, on laisse circuler des documents qui seraient des préparations d'une modification constitutionnelle. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de la création du poste de vice-président et l'aménagement d'un certain nombre de dispositifs, notamment au niveau des élections. Récemment, le ministre de l'administration territoriale a fait circuler aussi une note pour demander que les autorités administratives fassent des propositions sur l'organisation territoriale du pays. Donc, que les choses se mettent en place. Mais je crois qu'il y a un constat à faire. Depuis un certain nombre d'années, les élections, notamment présidentielles, posent des problèmes au Cameroun. Au sortir, il y a toujours des conflits. Cela veut dire que l'élection ne revêt plus le sceau de la solennité ou bien de la garantie d'équité que cela devrait avoir. Et cela peut-être témoigne de ce que les Camerounais regardent le pays différemment et peut-être aspirent à des évolutions, que ce soit sur le plan administratif, mais aussi sur le plan constitutionnel et du règne des jeux. Donc mon analyse est simple, c'est que si cela revient régulièrement et avec autant d'acuité, c'est qu'il y a une demande
au niveau de la population. Cette demande est laquelle? C'est que nous savons que le président Paul Biya a l'âge qu'il a. Nous savons que le Cameroun doit forcément amorcer une époque d'un changement qui doit aboutir à son départ, parce qu'il du moment il partira. Et pour cela, les Camerounais ont besoin qu'on leur clarifie le jeu. Et clarifier le jeu, ce serait peut-être de créer un poste de vice-président qui permettrait de pallier à une absence brutale. Ou alors simplement de réorganiser les territoires en fonction des demandes des populations, parce que l'histoire du Cameroun fait que nos territoires sont souvent coupés, certaines régions sont coupées entre plusieurs tribus, ou certaines sont très grandes, et aujourd'hui posent des difficultés dans l'administration territoriale et de performance économique. Donc je crois que même si cela devait être une rumeur, il apparaît nécessaire que le chantier de la refondation constitutionnelle soit engagé, parce que c'est un des maillons qui va permettre à ce que nous parlions de transition véritable. Très bien. Voilà. Merci, Cyril, pour ce regard. Alain Douk, il n'y a pas que l'éventualité de l'arrivée d'un poste de vice-président au Cameroun. Nous avons également un autre problème sérieux, et c'est la prorogation du mandat des élus, les députés, mais également des conseillers municipaux. Ce problème sera également sur la table du Parlement camerounais. Forcément, puisque techniquement, on sait que la mandature de nos élus sur le moment est illégitime, même si sur le plan de la légalité, on sait que des prorogations peuvent se faire jusqu'à la limite de 18 mois. Tout à fait. Voilà. Donc, sur le plan de la légalité, c'est gérable, mais sur le plan de la légitimité, parce que quoi qu'on dise, quand vous êtes arrivé au bout de votre mandature, au regard de la conjoncture actuelle, il y a d'autres types d'aspirations. Des signaux ont été donnés avec l'élection présidentielle. Les Camerounais veulent autre chose. On s'attendait justement à ce que la machine poursuive son cours et qu'on passe à autre chose. Là, on a des gens qu'on ne veut plus, qui sont arrivés au terme de ce qu'ils avaient à offrir. On devrait passer à autre chose. On ne peut pas dire qu'on a des gens qu'on ne veut plus. Non, parfait. Il faut qu'on soit clair. Il n'y a pas eu une élection. Techniquement, déjà, vos mandats sont obsolètes. Donc, au moins, même si on doit vous redonner notre confiance, on devrait être en train d'organiser des scrutins qui permettent qu'on vous démontre à nouveau qu'on veut vous faire confiance. Bien, maintenant, l'ingénierie politico-administrative et législative du pays a voulu qu'on se retrouve dans une situation où on a des gens illégitimes, mais qui vont continuer quand même, poursuivre jusqu'à une certaine limite leur mandat. Ça pose problème. Or, pourquoi ça cause problème? Parce que c'est avec eux justement que la problématique donc de la révision constitutionnelle en question va être gérée. C'est un problème. Parce que si c'était des gens à qui on a renouvelé notre confiance et avec qui on veut transiger sur le sujet en question, ce serait potable, à mon sens. Là, c'est déjà illégitime et ça me cause, moi d'abord, en tant qu'analyste, personnellement, problème. Donc voilà donc des gens, on va donc relever qu'on est dans une dynamique où on est dans une ingénierie politique qui doit complaire en réalité celui qui détient le pouvoir pour le moment et qui en use et peut-être peut en abuser dans le sens de la réalisation de ses fins politiciennes. J'insiste là-dessus. Parce qu'il veut tirer avantage justement du fait que pour le moment, en l'état actuel des choses, il a une majorité obèse. Est-ce que c'est pas également ça de la politique? C'est de la politique. Vous pensez que la politique, c'est le voir bébé? Justement, c'est la politique dans toute son expression hideuse et machiavélique. Parce que justement, prenez la situation actuelle, toute l'opposition fédérée. Je dis, elle fédère, elle ne pourra rien contre cette majorité obèse. C'est une révision constitutionnelle qui passera comme lettre à la poste. C'est prévisible. Mais alors, une question de fond se pose. Maintenant, on met sur la table les limites biotiques du président de la République. Mais on le savait en octobre que les limites en question sont prégnantes et qu'il fallait transiger avec et conclure sur le sujet. Vous voulez le pouvoir, on vous le donne au moment où vous devez l'exercer. Vous dites que ben voilà, il faut qu'on vous aide, etc. Ça pose techniquement un problème. J'espère donc qu'on n'est pas dans le scénario d'un commerce qui va permettre d'en arriver à une transmission atavique. Hein, si ce n'est voilà, de couloir du pouvoir, cette espèce d'ingénierie du pouvoir perpétuel. Vous semblez lire dans une boule de cristal. C'est le prévisionnisme, on peut se permettre ça dans les années. Vous faites de la futurologie. Alors, Ibrahim, Maxime, Julien, on dira donc que notre Parlement a du pain sur la planche.
Oui, ils ont un sacré défi à relever. Je crois que durant cette période qui a commencé depuis hier, sinon aujourd'hui, les regards seront tournés vers eux, les oreilles seront tournées vers eux. Et je crois qu'il leur incombe de décider de l'image qu'ils laisseront à la génération qui les précède. Et ça, c'est véritablement l'héritage du futur qu'il faut pouvoir définir et arrêter. Je crois que normalement, ceux qui ont déjà beaucoup mangé, ils sont assez rassasiés et qu'il serait intéressant de pouvoir mettre un cadre où on va véritablement avoir une gouvernance professionnelle. Moi, j'attends toujours beaucoup de travail depuis 2026 parce que j'ai dit 2025 était une année où on a mis la gouvernance politique, c'est-à-dire qu'il fallait rester au pouvoir, il fallait d'abord que les partis politiques restent là. Maintenant, on veut la gouvernance professionnelle et on espère qu'avec ce travail qu'ils vont avoir, on va commencer à avoir quelque chose de différent. Est-ce qu'il faut s'attendre à grand-chose du côté du Parlement camerounais, M. Mouliom? Est-ce qu'on aura véritablement quelque chose à se mettre sous la dent au regard de la configuration trop obèse des députés et des sénateurs à l'avantage du parti au pouvoir? Ce sera simplement une caisse de résonance. Qu'en dites-vous? Une caisse de résonance que vaut ce Parlement? Quand j'entends Ibrahim dire que ce Parlement aura fort à faire dans le travail, ça me fait C'est un bruit de rire. Ce Parlement-là, qu'est-ce qu'on attend de ce Parlement? Qu'est-ce que ce Parlement a déjà bloqué comme projet de loi venant du gouvernement? C'est un projet de loi qui va passer comme il est à la poste. Moi, je ne vois aucun impact. Qu'est-ce qu'il fait même comme proposition de loi? Il y a quoi comme proposition? Et puis, même s'il y a un projet de loi qui viendra modifier la Constitution, quelle est la finalité de cette modification? Parce que le tout n'est pas de se réjouir que modification. On a un problème au Cameroun, le problème de respect des lois. Est-ce que d'abord ce qui existe, est-ce que la Constitution qui existe déjà est applicable à 100% et même à 50%? Est-ce que la modification ne vient pas protéger l'avenir des autres? Est-ce que, comme vient de dire Alain Douk, est-ce que ce n'est pas une modification à tête chercheuse? Parce que je ne vois pas ce Parlement s'opposer à quel que soit l'aspect de ce projet de loi-là. Je ne vois pas un député se lever pour dire que non, tel aspect, je m'y oppose. Et puis, il y a une majorité obèse. Donc, moi, personnellement, je n'attends rien du Parlement. Je sais que le projet de loi, si ça va entrer, va ressortir tel que c'était entré. Et puis, les choses continueront comme d'habitude. Et surtout aussi, qu'il faudrait également qu'après même modification, qu'on respecte, comme je le dis, parce que le tout n'est pas de modifier. On a beaucoup de lois au Cameroun, mais personne ne respecte. Séré Tsamba, finalement, à quoi sert le Parlement camerounais? Ben, écoutez, c'est une histoire qui s'est construite comme ça depuis l'indépendance, où on a utilisé le Parlement pour bien des choses et toujours au service du pouvoir. Jamais véritablement pour représenter la voix du peuple telle qu'on l'attendrait d'un Parlement. Donc je pense que ce qui va se passer ou ce qu'on essaye de faire, c'est une énième escroquerie politique vis-à-vis des Camerounais, parce que quand on regarde le résultat des dernières élections, en réalité ce que le peuple a demandé, c'est un changement. Mais ce changement aurait pu s'effectuer aussi par une voie référendaire, parce qu'il faut dire que le président aurait pu simplement appeler les Camerounais à un référendum et poser des questions sur lesquelles les Camerounais pourraient se prononcer. Et j'ai l'habitude de rappeler que dans l'histoire du Cameroun, le président Biya arrive au pouvoir en 82, mais il faut savoir qu'il est dans l'administration qui est issue du référendum de 1972. Donc on a déjà une vision du Cameroun qui se dessine, et c'est de celle-là qu'il va hériter pour pouvoir arriver aujourd'hui 43 ans après. Mais nous posons la question de savoir, est-ce qu'on va continuer comme ça dans le saupoudrage et à nier les évidences de ce que le peuple camerounais réclame véritablement? Un changement, mais pas seulement le changement pour le mot, mais la clarification des mécanismes qui permettent d'aboutir au changement. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons vivre comme des pays comme la Côte d'Ivoire qui ont passé 20 ans d'embrouille parce qu'elles n'ont pas su saisir le bon qui était proposé en 95 au départ de Houphouët-Boigny. Moi, je pense qu'il y a une responsabilité politique aujourd'hui dans ce pays. Et vous voyez, les images sont là. Le président de la République promet un gouvernement. C'est la première fois pour un président qui nous a habitués à un gouvernement à peu près tous les 2 ans. Pour certains gouvernements ont mis 7 mois.
Ça fait 4 mois presque qu'il a promis un gouvernement qui n'arrive pas à faire. Cela veut dire qu'il y a un blocage véritablement au niveau politique. Et pour en sortir, le président Biya... Et qui bloque? Mais les caciques et les faucons qui aujourd'hui estiment que on ne pourrait pas les punir d'avoir sauvé un navire qui était à la déroute. Le président de la République n'est plus libre de ses mouvements. Ben, je ne saurais pas le dire de cette manière, mais je crois que quand une campagne politique se déroule, une campagne présidentielle se déroule et que le président, le candidat du parti fait 30 minutes de campagne, il me semble que d'autres personnes ont fait la campagne à sa place. Et celles-là réclament véritablement leur butin en disant « Nous avons travaillé pour vous maintenir. Est-ce que le vous ne pouvez pas nous jeter au quartier. Est-ce que le président est véritablement l'acteur de sa victoire? Est-ce que le président se sent Je ne pourrais pas me prononcer à sa place, mais je crois que quand on a beaucoup travaillé pour quelqu'un, on est en droit de lui dire « Vous n'allez pas me jeter à la poubelle comme un manant. » Et je crois que c'est là-dessus qu'on est bloqué, parce que on ne peut pas expliquer dans un pays. Et c'est la première fois d'ailleurs que le président Biya promette un gouvernement dans les jours prochains et qu'on nous en soit à 3 mois et demi, on n'a rien. On nous parle maintenant d'une modification de la Constitution. Mais quel est le problème? C'est que simplement, il doit rester audible au message des Camerounais qui est que le président pose ce problème dans le cadre référendaire et les Camerounais lui donneront les voies et moyens pour pouvoir faire avancer le pays. Ça me rappelle le titre d'un magazine international qu'on aime bien du côté qu'on aime bien du côté des positions du pouvoir. Je préfère dire ça comme ça au Cameroun. Jeune Afrique. Cameroun qui gouverne? C'est pas moi qui dis, c'est Jeune Afrique qui avait posé cette question. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi ils ont posé cette question. Vous avez une réponse à l'un d'eux? Oui. Le président, il faut le dire, eux-mêmes l'avouent. Le président est arrivé à une phase où c'est plus lui véritablement qui répond de tout. Il peut répondre. On n'est pas sûr. Hein? Non, il peut répondre encore de certains aspects, mais sur l'essentiel. Je vous ai dit, parfait, on a eu ce sujet ici. Quand je te disais le cycle de la vie, c'est une cloche, une parabole. Et sur la fin, vous chutez, c'est-à-dire que vous revenez au niveau de départ. L'enfance, c'est ici. Donc, avec la sénilité, vous revenez à l'enfance. Le président a lâché du lest. Ça se sent, non? Conseil supérieur de la magistrature, rien. Conseil de sécurité, vous avez entendu? Rien. Le temps du président n'est pas le temps. Revenons sur toi et moi. Ce que moi je veux dire sur le sujet, parce que toi, ce que je veux dire sur le sujet d'aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'on perd de vue. On manque le coach sur l'essentiel, sur le symbolisme qui accompagne ce qu'on appelle la loi fondamentale d'un pays, la Constitution. Je ne dois pas avoir l'impression que c'est le cahier de gribouille d'un artisan du pouvoir perpétuel. C'est-à-dire que quand il veut orienter le pouvoir dans une certaine perspective, il prend son cahier, il gribouille quelque chose, il fait gribouiller, et puis on se repositionne d'une certaine façon. Non, on doit avoir un élément de sacralité qui accompagne ce document. Et c'est donc pourquoi je suis d'accord avec toi sur la question référendaire. Ça engage la nation tout entière, mais on ne va pas la consulter parce que moi je trouve d'abord illégitime cette caste de personnes qu'on a maintenues là, par cette ingénierie et qui continue de se prévaloir d'être nos élus, quand je sais même encore que parfois même quand ces gens sont légitimes ou légaux, je tiens à vous dire que la représentativité, le système de représentation relève parfois d'une ingénierie de domestication de la volonté populaire. Donc je me méfie de cela. Il faut consulter les Camerounais et leur dire, pour les prochaines années, dans le cadre de la prospective, d'accord, du pays, comment vous nous voyez? Quelle est la forme de constitution que vous voulez et que les Camerounais se prononcent? Merci. Au lieu de faire ce tour de passe-passe dont on connaît foncièrement quelle doit être la fin. De toutes les façons, c'était l'arrêt politique dans le cadre de ce programme. Nos yeux et nos oreilles sont donc rivés du côté du Parlement en gardant espoir que ce Parlement ne continuera pas à être simplement une véritable caisse de résonance. À tout de suite pour la suite.
remets la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Une histoire qui va tout bousculer sur le chemin. Tout. Elle est mariée à un homme de plutôt bon profil, cadre dans une entreprise très cotée de la place, une entreprise yaoundéenne. Style de vie plutôt modeste jusque-là. Ça allait plutôt bien. Ils ont 3 enfants. Et il se trouve qu'après la promotion la plus récente de son époux, il y a un des enfants parmi les 3, une fille qui a commencé à manifester comme des signes de problèmes psychiques, de problèmes d'attardement. Elle a commencé à être zinzin. Comme on dit au quartier, dans les terminologies camerounaises. Bon, passons. Celle qui porte la dénonciation, c'est la dame. L'épouse. Oui, l'épouse du monsieur. Elle fait un constat, objet de la dénonciation de ce matin. Depuis un certain temps, depuis quelques mois, son mari avec l'enfant, malade, devenu quelque peu attardé, on ne sait trop pourquoi, son mari passe beaucoup de temps, quand il rentre, il consacre beaucoup de temps à cet enfant dans des espèces de jeux. Et des jeux quand même avec des attouchements bizarres. La dame, elle voit ça d'un très mauvais œil. La fille à quel âge? La fille a 6 ans. Elle a touché un mot à la famille de son époux sur le sujet. Parce que vraiment, pour elle, bon, tu as beau être le père, il y a quand même des choses qu'on ne fait pas. Hein, tu vas pas te mettre à, je sais pas moi, poser des baisers sur l'enfant, n'importe comment, n'importe quelle partie, etc. Est-ce qu'elle a parlé à son mari? Elle a parlé à son mari. Mais son mari n'a pas arrêté. Voici la réponse qu'il donne. Il dit, mais quel est le problème? Je joue avec mon enfant. Donc du coup, comme elle n'est pas d'accord avec ça, elle a touché un mot à la famille de son mari. Elle espérait, tu imagines bien parfait, trouver quelques soutiens là-bas et interpeller le mari pour lui dire, ben, on entend dire ceci, cela, bon, il faut un tout petit peu que tu lèves le pied sur la pédale et tout. Ben, justement, de l'autre côté, elle a plutôt vu des gens qui soutiennent et qui sortent presque la même chose que son mari. Il lui a dit, mais quel est le problème et tout? Mais c'est son enfant, patati patata. Est-ce qu'un père n'a pas le droit de s'amuser avec son enfant? Donc, ça va très loin. Ça va très loin. Et elle entend, si cela doit continuer, à porter l'affaire devant les instances judiciaires. Parce que c'est arrivé à un tel point où l'enfant les rejoint même par moment dans la chambre. Donc la chambre conjugale, etc. etc. Donc c'est devenu compliqué. Et elle a l'impression, je ne sais pas si cette impression est objective, mais elle a l'impression que ça a même altéré le regard que l'enfant porte sur sa propre mère, désormais. Donc, pour que les téléspectateurs comprennent, est-ce qu'un père a le droit, dans le cadre de ce qu'il veut bien qualifier comme étant un jeu, de faire, je sais pas, des baisers sur la poitrine de la fille de 6 ans, etc. Vous allez me dire que c'est toujours le jeu, etc. Donc, elle est exaspérée, et c'est elle qui porte à la table de la dénonciation ce matin cette affaire. Très scandaleuse, très bouleversante. Ibrahim, je vous passe la parole. Hein? Non, moi j'ai d'abord une question. Souvent on te pose des questions. Oui, la parole. Comme tu n'as pas posé de questions, je vais poser une à Alain Douk. Est-ce que, avant que cette nomination n'ait lieu et que cette première fille ne devienne zinzin, comme vous dites, il avait l'habitude de jouer avec son enfant de la sorte? Non. Ben là, ça devient très clair, ça devient très évident que quelque chose s'est passé qui relève de l'au-delà, de l'autre dimension. C'est-à-dire que on est en droit d'aller soupçonner que la récente nomination qu'il a eue a été d'abord dans le règne ténébreux avant d'être sur le plan physique. Et que en réalité, soit la petite fille là, elle est possédée par une entité avec laquelle le monsieur doit dealer.
doit dealer, c'est-à-dire que je ne sais pas avec qui il a signé une alliance, mais cette personne est venue chez sa fille et ils voient cette fille-là sa femme, mais ça c'est assez brutal. De façon normale, un père ne peut pas embrasser les seins de sa fille de 6 ans. 6 ans, c'est déjà trop. On peut encore le faire avec un bébé d'une année, peut-être on chatouille, etc. Mais à un moment, on évite de faire ce genre de choses. Donc, soit, ça c'est mon analyse à moi, ce monsieur qui a bénéficié de cette nomination l'a validé ailleurs, dans le monde invisible, avant de la valider dans le monde visible, et l'entité qui est en charge justement de veiller sur cette nomination-là est aussi présente au niveau de la maison et pervertit ses regards vers la petite fille de 6 ans. C'est comme ça que moi je regarde ça. Et je ne pense pas que le tribunal, sauf si c'est le tribunal des sorciers, parce que je sais qu'il y a un tribunal de sorciers, je ne pense pas que le tribunal soit l'entité qui va stopper ça, parce que ce n'est plus un travail, une problématique d'une première dimension, mais la mystique a été activée. Et je crois que c'est du côté de la spiritualité qu'il faut aller voir comment est-ce qu'on peut traiter déjà cet enfant-là et à lever ce regard pervers. Parce que si tu dis que l'enfant elle-même ne regarde plus sa mère comme elle devrait regarder sa maman, ça veut dire qu'il y a dans l'enfant là une autre personne qui regarde sa mère comme étant sa co-épouse. Et donc cette personne qui est entrée dans la vie de l'enfant là et qui la zingzifie, je ne sais pas si ça existe, mais qui la rend zingzing, il faut pouvoir l'en expulser. Donc c'est ce que moi je peux dire sur la question. Merci Ibrahim pour cet éclairage. Monsieur Mouliom, la maman est donc un tout petit peu inquiète. Ce qui est un peu bizarre dans ces dénonciations est que la maman a parlé à son mari, mais le mari lui a répondu en disant « Mais attention, est-ce que je ne suis pas libre de jouer avec mon enfant ?» Entre-temps, la maman est donc allée voir la famille de son époux. Malheureusement, la famille de son époux semble soutenir leur fils en donnant toujours la même réponse. Mais c'est son enfant. Où est le problème? Vous vous situez à quel niveau? Cette maman, elle en fait un peu trop? La maman, est-ce qu'elle en fait un peu trop? Puisqu'elle est habituée avec les deux. Elle vit avec son mari depuis des années. Et également, l'autre est son enfant. Donc, elle a observé depuis des années. Et à un moment, s'opère un changement. Donc, c'est tout à fait légitime que se pose des questions par rapport à ce changement qui s'opère. Alors, si en allant vers les parents, vers la belle famille, elle n'a pas de retour satisfaisant et qu'elle-même, elle soupçonne les choses, je pense qu'elle peut continuer à en chercher davantage. Bon, le côté mystique, moi, je ne m'y connais pas, je ne peux pas analyser. Ah, vous n'êtes pas sorcier? Je ne suis pas sorcier. Mais vous connaissez quand même les sorciers? Non. Vous n'en avez jamais connu? Pas les sorciers. Je sais que la sorcellerie mais les sorciers, eux, peuvent vous fréquenter. Hein? Je sais que la sorcellerie existe, mais je ne fréquente pas les sorciers. Et donc, je ne peux pas déjà définir et savoir ce qui peut se passer dans la promotion du mari pour avoir un impact sur le changement. Vous n'êtes pas quand même au courant que beaucoup font des choses hors normes pour avoir des promotions, des nominations, de l'argent? Oui, j'entends parler, bien sûr, j'entends parler. Mais je dis, si la femme soupçonne, elle peut donc en chercher davantage et peut aller vers les exorcistes pour voir et puis savoir ce qui se passe. Mais je pense que déjà, il y a, nous tous avons appris ça à l'école, ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, qui est la relation souvent un peu plus poussée entre le père et sa fille. Et le garçon et sa maman. Et le garçon et sa maman. Il y a tout ça qui peut... Mais on a transcendé cette dimension-là, 6 ans. Oui, bon. Tu ne donnes pas des bises de 6 ans au sein de ta fille. De toute façon, je dis, la maman est mieux placée. Si elle a déjà le soupçon, elle est mieux placée pour savoir où aller et quels sont les soucis, parce qu'elle a l'obligation de protéger sa fille s'il y a quelque chose qui se passe. Parce que s'il y a quelque chose qui se trame, elle a l'obligation de protéger sa fille. Très bien. Son enfant, elle a cette obligation. Donc, elle doit en chercher davantage. Si elle estime qu'elle peut aller du côté des mystiques, elle a des gens qu'elle peut rencontrer, mais je pense qu'aller du côté de la justice, c'est une perte de temps. Merci. Hein. Sinon, peut-être une justice de sorcier. Alors, Cyril Tchamba, une ou deux fois, je suis allé chez certains amis et même chez certains aînés. Habituellement, c'était des gens aux positions sociales enviables. Donc, des personnes qui roulent carrosse. Et j'ai vu
ces gens avec une très grande proximité avec la fille. Vous parlez encore d'une fillette de 6 ans. Là-bas, moi, j'ai vu des fillettes de 15, 16, 17 ans. Je vois comment le papa fait des bises très appuyées à sa fille de 17 ans. Et moi, ça me créait un problème. Ça me gênait un peu. Je me disais que non, à un certain âge, le papa n'a plus le droit d'aller un peu trop en intimité avec sa fille. Je voyais comment, à un moment donné, le papa s'assoit, sa fille de 17 ans vient avec une mini-jupe, s'assoit sur les genoux de son papa, il joue un peu, petite bise par-ci, par-là. Je trouvais ça indécent. Et j'ai dû aller quand même me plaindre quelque part. Bon, on m'a dit que parfait, tu sais, toi tu es villageois, tu ne connais pas ces choses, c'est sa fille, donc ce sont des gens modernes, pourquoi vous voulez voir le mal partout? Bon, ma question, Cyril, est-ce qu'un papa a le droit d'arriver à ce niveau d'intimité avec sa fille? Est-ce que ce n'est pas risqué? Oui, effectivement, il y a ces cas-là, il faut dire le mot, de pédophilie. Parce que pour moi, quand on commence à me dire qu'on fait des bisous sur le sein d'une gamine de 6 ans, c'est quoi le projet de pédophilie. Et puis, il ne faut pas se cacher derrière. Mais je ne suis pas d'accord avec les panélistes en disant que il ne faut pas aller au tribunal. Il faut aller en justice. Si ces actes-là sont avérés, il faut aller en justice parce que la justice connaît de ces cas-là. Et on peut traiter cela de manière pénale aussi. De l'autre côté, j'ai envie de réfléchir sur la pédopsychologie. Parce que tout ça, ça rentre dans les évolutions de l'enfant. L'enfant, effectivement, surtout les parents avec les filles. Moi, j'ai une fille. C'est vrai qu'il y a un lien affectif qui est créé. La fille, vous démontre souvent même des phénomènes de jalousie quand elle est bébé. Mais après, le parent, le père, a le devoir de réorienter cela. Et c'est nous qui sommes les parents qui devons poser des limites et recadrer les choses. Et je suis de l'ancienne génération. Moi, mon père n'avait pas d'acte de sympathie, je veux dire, de tendresse de la sorte avec nous. Ce qui fait que j'ai gardé vis-à-vis de mes enfants et de mes neveux une certaine limite. Distance. Et vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure d'un jeune stagiaire qui vous demande le numéro du rédacteur en chef. Moi, ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est l'audace de ces enfants-là. C'est tout ça, ce sont les barrières de l'éducation qui ont été brisées au point où l'enfant ne sait pas se situer dans un cadre relationnel. Il ne sait pas que je parle avec monsieur Parfa ici, je parle de monsieur le rédacteur en chef. Il a l'impression que c'est un petit copain à qui il va envoyer un WhatsApp. Et peut-être celui-là vous dira dans 2 ans qu'on lui a proposé de venir donner, il a refusé. Or, c'est lui-même, parce que son cadre éducatif ne lui a pas permis de faire la distinction entre une distinction relationnelle entre ce qui est professionnel et ce qui est privé. Donc je veux dire par là que ces cas de figure que vous avez cités arrivent et les dérives, on les connaît dans certaines familles où les pères ont fini par faire des enfants avec leurs filles. Tout à fait. C'est des traumas sérieux. Le pire dans cette affaire, c'est quoi? C'est que quand même vous venez dénoncer, comme cette femme-là, et c'est là où je souscris à votre position, c'est que le jour où elle dénonce, on lui dit non, il ne faut pas souiller la famille, il faut taire. Et il y a une victime, c'est la personne qui subit, qui peut comme ça des années passer le temps à subir et ne pas pouvoir s'exprimer. Et je peux vous dire que dans bien des cas d'inceste et de pédophilie, il y a ce problème de l'omerta où les gens la loi sont du victimes. silence. La loi du silence, ne parle pas, c'est ton père, ne parle pas, c'est ta mère, ne parle pas, c'est ton oncle. Donc je crois que nous avons un véritable cas sur la table, mais ça doit rentrer dans le cadre de la réappropriation de la façon d'éduquer nos enfants. L'éducation à l'occidentale participe d'une société différente de la nôtre. Chez nous, le père a une stature. La mère a une statue et ça doit rester comme ça. Moi, ces histoires où chez moi, il y avait la chaise du père, il y avait le flair du père, et personne ne s'asseyait là. Personne ne s'asseyait dessus. Donc moi, je crois que tout ça déconstruit et laisse donc prospérer des individus qui ont toujours existé. Je ne dis pas, mais ils sont plus... Ils arrivent à plus sévir parce qu'ils se servent, n'est-ce pas, de cette société qui est une société en perte de repères. Merci, Cyril Tchamba. Alain Douk, excusez-moi, j'ai beaucoup étudié sur ce phénomène. Une fois, je vais à Kribi, je suis au niveau de la plage, je vois un monsieur. C'était une famille. Et le monsieur, son épouse et leurs enfants. Il devait avoir 4 enfants. Et ce qui m'intéresse encore, c'était la fille. Il y avait une fille là qui était aussi dans les 16 ans, 17 ans. Naturellement, la fille en tenue de plage.
Vous voyez ce que ça veut dire. Bikini, comme on a dit. Combien? Bikini. Bikini, voilà. Là, il est dans un bikini. Le papa aussi a aussi une tenue appropriée de plage. Et de temps en temps, je voyais le monsieur aller nager avec sa fille. Il jouait dans l'eau. Ça me créait encore un problème. Parce que je voyais quand le monsieur venait toujours s'asseoir, j'observais au niveau de sa culotte, j'avais l'impression que la culotte avait subi quelques agressions. Et je me suis posé des questions. Avec ce genre de choses, ce genre de provocation, est-ce que le pire ne peut pas arriver? Et quand j'attire l'attention, on me dit parfait ici, tu es villageois. Ça tombe bien, cette dénonciation, parce qu'elle est en adéquation avec une actualité brûlante du moment. Les dossiers Epstein. Et quand vous vous rendez compte qu'il y a une certaine élite, et je fais le jeu de mots, je prends pour élite, je prends hell, l'anglicisme hell, enfer, puis je mets it après, pour dire qu'une élite de l'enfer, une élite infernale, satanisée. Quand vous vous rendez compte qu'ils ont une sexualité inversée, totalement compromise, diabolique, où leur libido est orienté vers les enfants. Quand vous fouillez les dossiers Epstein, vous retrouvez d'abord des gens que vous n'imaginez pas. Que vous n'imaginez pas. C'est des gens que vous révérez, pour certains, pour ceux qui trouvent en des figures politiques, des gens qui qui sont des modèles qui ont des contours messianiques. Vous trouvez des chefs d'État. Hein? Photos, preuves à l'appui, dans des postures justement que tu décris, avec des enfants de 13 ans. Et il y a même une jeune dame aujourd'hui, elle est aujourd'hui adulte, qui se fait accuser, qui accuse, je veux dire, un chef d'État de l'avoir séquestré sexuellement, qu'elle avait ses 13 ans. Et dans les dossiers, vous retrouvez ça. Vous retrouvez des royaux, des gens que vous révérez, mais qui ont ce type de sexualité. Dès que je dis ça, je reviens à nous, dans notre contexte camerounais. Ben, si c'est le cas là-bas chez eux, je ne suis donc pas surpris que nous ayons ce genre de comportement ici, au regard des allégeances communes que certains ont, des sociétés secrètes, des loges à laquelle ces gens appartiennent, et où on les endoctrine avec une philosophie de vie totalement perverse. Parce que moi, M. Moulion me disait tout à l'heure que il n'est pas sorcier. Non. Quand on est un homme de culture, il y a des choses qu'on sait, même si on n'est pas dans leurs choses. On sait ça. On sait ce qu'ils font. On sait ce qu'ils font dans les dossiers Epstein aujourd'hui, pas parce que on est dans leur cercle, où on est sorcier, où on boit le même élixir de la dépravation avec eux. Mais on sait ça. Donc j'ai l'impression que le monsieur, c'est le même cas de figure. Il s'est déjà compromis pour obtenir la promotion qu'il a obtenue. La preuve, et je pense que c'est pourquoi ta question tout à l'heure, Ibrahim, était pertinente. Avant la nomination, est-ce qu'il se comportait comme ça? Est-ce que sa femme s'était plainte? La réponse est non. Pourquoi, depuis cette promotion, il est devenu le gars qui veut jouer au maximum? Et entre-temps, la petite fille est devenue un peu... Elle est devenue... Elle perd un peu la tête. Voilà, sans qu'on explique comment, elle a perdu la boule. Hein? Et puis, il y a même des choses où vraiment pour la paix, quand ta femme t'interpelle assez véhément sur un sujet, on se dit que ça, tu vas éviter même que ça crée des frustrations. Tu vas dire, comme madame a déjà commencé à parler, il faut que... Voilà. Mais il insiste. Il insiste. Non, monsieur, ce n'est pas normal. Et on a comme ça, chez nous là, des situations dans nos foyers. Il y a des gens qui souffrent comme ça en raison de ces actes de pédophilie qui sont souvent rituels, comme ça, dans les familles et tout. Il faut qu'on dénonce ça. Il faut qu'on dénonce ça. Ça doit s'arrêter. Et vous l'avez fait ce matin. Allons du côté de la messagerie. Bonjour, monsieur Aïssi. Notre ami Ibrahim me fait rigoler. Si la femme n'aime plus un homme, elle touche là où ça fait mal. Toute cette histoire vient de l'imagination satanique de cette dame. Ne soyez pas surpris que ce monsieur soit interpellé pour le meurtre du journaliste Martinez Zogo. Ok.
Attends un peu, c'est quoi le parallèle? Monsieur Haïssé, il n'y a personne qui peut mettre fin à votre belle carrière en dehors Dieu. Mais méfiez-vous d'une femme désespérée. Cette déclaration n'est qu'un début. Elle vient de donner un chaos. On attend la suite. Vous dites beaucoup de choses à la fois. Lui veut dire que la femme est dans l'arbitre. Bonjour, monsieur Haïssi. Concernant la dénonciation, cette fillette est la Merline de son papa. C'est elle qui produit la gloire de son papa. C'est Stéphane Ouamam depuis Okolofata. Un autre message, et là nous sommes au plus 39, c'est un message qui nous vient de l'Italie. Bonjour, El Perfecto, le seul qui ne fait pas la publicité. Attends, je sais pas. Je vois là c'est écrit le sel qui ne fait pas la publicité. Le sel là fait son effet. Ainsi qu'à ton auguste panel, s'agissant de la dénonciation, je pense qu'on parle d'une enfant autiste qui est victime de la jalousie maladive de sa mère. L'enfant de 6 ans n'a pas de poitrine, des seins pour le dire littéralement. Je joue avec ma fille, je lui fais des bisous, je la chatouille sans aucune arrière-pensée. Il faut parfois doser certaines. Il y a des pédos dehors, mais il s'agit de doser. Merci Maxi. Je n'arrive pas à bien comprendre la fin. Non, pour lui, il dit que c'est innocent. Bonjour parfait pour moi que cette femme quitte cette maison pour protéger ses enfants. En quittant, elle part avec les enfants ou bien elle les laisse? Si elle dit protéger, elle part avec. Bonjour, le marabout des modérateurs. Et bonjour à vous sur le panel. Pour moi, il faut renvoyer cette délocalisation à jeudi. Peut-être vous voulez dire dénonciation à jeudi spiritualité. C'est très fort. Il faut que les hommes spirituels nous disent quelque chose. Souli, depuis Fumban, fidèle téléspectateur. Que dit cet autre téléspectateur en direct sur Espace Miné? Bonjour Perfecto, félicitations encore pour ton dernier prix. Il y a l'Onkuta des modérateurs. Tu n'as pas pitié de ceux-là qui veulent faire comme toi. Il faut un peu baisser le niveau. Oh, pourquoi Cyril semble énervé plus que ceux qui ont battu campagne à la place du Nomgui? Son temps n'est pas notre temps. Les prochains jours ne signifient pas le lendemain. En ce qui concerne la dénonciation du jour, ce que ce papa essaie de faire avec cet enfant n'est pas très sain. Il faut bien enquêter sur les causes de la maladie subie de cet enfant. On peut jouer avec son enfant, mais il y a des limites à tout. Je pense que ce monsieur a sacrifié son enfant pour être nommé. Bonne émission à vous, monsieur Ben Passy depuis Ecopark à la Barrière. Et nous prenons cette autre contribution ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur de plus 974 ans? Alors, c'est quel pays là? C'est le Qatar. Bonjour Perfecto, excellente semaine à toi et à mon frère Cyril Chamba et surtout toutes mes félicitations pour ce nouveau prix. Ne mange pas seul cette fois-ci. Voilà. C'est au Qatar qu'il y a l'argent, frérot. Il y a les bombes là-bas ces jours-ci. Ça n'interdit pas qu'il y ait de l'argent. Tu as mangé seul après l'interview. Tu as mangé seul après le prix reçu au Palais Polyvalent des Sports. Cette fois-ci, je ne vais pas te lâcher. Moi, je donne la bonne humeur, pas de l'argent. À propos de la dénonciation, le papa remplit les conditions. À demain 10h. C'est Marco depuis Doha. Voilà. Alors, lisons peut-être 2 dernières contributions. Alors, monsieur Parfait, ici, il n'y a pas de fumée sans feu. Et je peux vous assurer que l'intuition d'une femme ne trompe que rarement. Nos familles sont corrompues. Aujourd'hui, comme l'homme a un peu d'argent, alors ils font table rase sur ce genre de dépravation. Marc Alisser depuis Douala, merci pour votre brillante analyse et surtout à votre illustre panel.
Un autre message, hein, c'est Karim de Borne 15 à Simbok. Voici ce qu'elle dit. Bonjour à vous, très bonne émission. Pour la dénonciation, je pense que cette dame s'imagine des choses où il doit y avoir un problème entre elle et son mari et elle veut le salir. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, Monsieur Parfait, à ici et à votre riche panel. Au sujet de la dénonciation, je pense que cette femme exagère. Un enfant de 6 ans n'a pas de sein, mais les pectoraux, elle a un autre problème. Pasteur à ici à Akonolinga. 10h, 11h52, vous êtes en direct et ça fait du bien de regarder la télé. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit presse. Nouvelles reines ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit presse. Nouvelles reines ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. LTIF est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SAGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées, les territoires et les citoyens autour des grands enjeux du développement. Pour sa 15e édition, le SAGO innove avec le village des 10 régions, le village carrefour des métiers et le renforcement du village de la consommation locale, vitrine du Made in Cameroun. Une édition placée sous le thème « Partenariat État-secteur privé, levier d'un Cameroun émergent » du 6 au 13 juin 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Rosine Manga, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour chers téléspectateurs. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ce joli sourire hein, illumine ce plateau. De toutes les façons, lorsque nous recevons Rosine, cela signifie que nous devons déjà avoir l'information venant de Canal Plus International. Il paraît que c'est royal en ce mois de mars du côté de Canal. Il s'agit de quoi, Rosine? Effectivement, Parfait, Canal Plus débarque ce mois de mars avec une offre royale. Cette promotion qui a débuté depuis le 2 mars et qui s'achève le 31 mars 2026. Pendant cette promotion, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité d'avoir votre décodeur HD à 3000 francs CFA. 3000 francs CFA à partir de la formule Access de 5000. Donc, en gros, avec un ticket d'entrée de 8000 francs, vous devenez aujourd'hui même abonné Canal+. Et le plus important est que
l'installation est offerte. À côté de ça, vous avez 15 jours à tout canal. Pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés, je vous invite à vous réabonner à votre même formule et vous bénéficiez de 15 jours à tout canal, inclus l'option DSTV. C'est donc du lourd cette fois-ci. Hein? Et qu'est-ce qu'on aura, Rosine, en programmation une fois qu'on s'est abonné ou alors qu'on s'est réabonné? Alors, une fois que vous êtes réabonné ou une fois que vous êtes abonné, voilà cette offre, voilà la programmation royale qui vous attend pour vous, les rois et reines de Canal+. Vous avez déjà en sport la CAN féminine qui débutera le 17 mars sur les chaînes Canal+. Donc, je vous invite massivement à rester scotché pour profiter de cette magnifique compétition. Vous avez aussi les huitièmes de finale de la Champions League, voilà, le 11 et le 18 mars de ce mois, voilà. Vous allez retrouver le PSG contre Chelsea et voilà, vous aurez aussi le Real de Madrid contre Manchester City. En cinéma, je vous invite à retrouver votre magnifique série Les coups de la vie, voilà, qui débarque sur la chaîne A+, tous les 16h de lundi à vendredi sur A+. Alors, pour terminer, hein, Rosine, comment faire pour s'abonner ou alors pour se réabonner? Question de bénéficier de toute cette excellente programmation. Pour se réabonner, c'est simple. Je vous invite voilà, à le faire à travers MTN, Mobile Money ou alors Orange Money. Je vais vous donner le code, je m'en vais vous donner le code de paiement à travers Orange Money. C'est le Jazz 150 étoile 411 Jazz. Jazz 150 étoile 411 Jazz. Voilà, pour se réabonner à travers MTN Mobile Money, le code est le étoile 126 Jazz. Étoile 126 Jazz. Rassurez-vous tout simplement de bien suivre la procédure. Vous avez également voilà, nos stores sur l'étendue du territoire. Rendez-vous d'ailleurs à notre magnifique boutique située entre la Totale Jouvence et Dove Mendon. Vous avez de magnifiques vendeuses qui vous y attendent. Vous avez aussi nos distributeurs sur l'étendue du territoire. Rosine, parfait. Info TV et Espace Média disent merci à Canal+. C'est Canal+ qui vous remercie. On dira à très prochainement. Merci. À tout de suite pour la suite. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre émission Espace Miné. On vous le disait en ouverture dans le cadre de ce mardi entrepreneuriat. Nous avons une interrogation. Comment formaliser, dans la formalisation des entreprises, y a-t-il des erreurs à éviter lorsque nous devons formaliser une entreprise? Y a-t-il des erreurs à éviter? Je vais d'abord passer la parole à Ibrahim Maxime Julien qui nous plante le décor. Alors, merci Père Faïssi pour la parole qui est passée. Formalisation des entreprises, quelles sont les erreurs à éviter? Déjà, il faudrait rappeler que la formalisation, c'est en fait le passage de l'informel vers le légal. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'était pas légale, qui décide de quitter de l'informel vers le légal, décide donc de passer à la formalisation. Et donc la formalisation, en réalité, c'est une décision stratégique. Mais on s'est rendu compte parfois ici qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la décision parce qu'on incite vers la formalisation, on mène des campagnes vers la formalisation, qui se précipitent dans la stratégie ou dans l'opération de la formalisation. Et l'une des premières erreurs justement qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour cette implémentation-là, c'est qu'ils choisissent généralement parfois ici un statut juridique sans comprendre tous les contours qui tournent tout autour du statut juridique. Vous allez écouter quelqu'un qui va vous dire non, moi je vais créer une salle parce que mon ami a dit qu'il faut que je crée une salle. On a dit que vraiment quand tu as un établissement, tu ne peux pas avoir des marchés de plus de 10 millions. Comme moi je vise des marchés de plus de 10 millions, il faut que je prenne une salle. Sauf qu'il ne sait pas
que son activité n'est pas assez grande, assez consistante pour qu'il aille dans le régime fiscal des SAR. Il ne sait pas qu'en réalité, vu la taille de ce qu'il est en train de faire, l'étape où il est, il n'est peut-être pas encouragé à aller se lancer là-bas. Il y a d'autres qui vont vous dire, non, moi je crois que vraiment, comme je veux pas, les Camerounais sont trop malhonnêtes, je vais avancer seul, je vais créer une entreprise individuelle. Or, il est porteur d'un projet en réalité où il est supposé lever des financements. Et dans cette dynamique-là, les statuts juridiques d'ordre individuel sont véritablement plus intéressants. Bref, les gens choisissent parce que le conseil d'un frère, le conseil d'un ami, le conseil d'un voisin, et pas le conseil d'un expert. Or, à chaque forme juridique, il y a un poids de responsabilité qui descend sur le promoteur. À chaque forme juridique, il y a un poids fiscal, un cadre fiscal qui est adossé avec son niveau de structuration ou de taille en termes d'entreprise. Et la deuxième erreur que je vais ici mentionner parfois ici, c'est le fait qu'il y ait souvent beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils créent des entreprises, décident de créer des associés fictifs. C'est-à-dire qu'on met le nom d'un cousin, on met le nom d'un ami, on met le nom d'une personne qui n'a rien fait du tout. Ensuite, quand l'argent commence à arriver, là on se rend compte que, ben, écoutez, celui que vous avez désigné comme associé, là, il a des droits. Il a le droit des bénéfices. Il a le droit de vote. Il a le droit de blocage, même s'il n'a rien fait. Vous l'avez désigné comme associé. Donc c'est une erreur que de désigner quelqu'un comme associé parce que vous voulez à tout prix respecter une forme juridique. Ça, c'est la deuxième erreur qui est la plus répandue. La troisième erreur, c'est qu'on oublie souvent parfois ici que lorsqu'on décide de formaliser l'entreprise, on a décidé. Toutes nos excuses pour cette légère coupure. La société Néo a fait ce qu'elle sait faire le plus, c'est-à-dire couper l'électricité. Nous évoluons maintenant avec notre générateur. Et c'est Ibrahim qui avait la parole et qui nous disait ce qu'il fallait éviter lorsqu'il est question de formalisation d'une entreprise. Ibrahim, vous reprenez la parole et vous allez chuter. Merci. Alors, s'il faut chuter, je vais donner deux autres éléments, deux autres erreurs. C'est le fait qu'on oublie souvent que quand on décide de se formaliser, il faut tout formaliser. Il y a des patrons et des entrepreneurs qui sont allés formaliser une entreprise, mais ils ne formalisent pas la traçabilité financière de leur entreprise. C'est-à-dire, ils vendent des choses, ça revient dans leur poche, on a de la difficulté à gérer ou à avoir une traçabilité sur ce qui appartient à l'entreprise et sur ce qui en réalité appartient au patron. De telle sorte qu'en réalité, il a plombé l'entreprise dans la dynamique où, en termes d'investisseurs, en termes de partenaires, en termes de personnes qui vont apporter des apports, ils veulent la traçabilité financière. Même pour lever des fonds, il a déjà cloué son entreprise parce qu'il n'intègre pas bien ce qui entre exactement dans l'esprit de la formalisation. Une autre erreur qui est critique parfois ici, c'est des collaborateurs qui, parce qu'ils veulent avoir une entreprise légale, ils vont télécharger un statut sur Internet et ils copient le statut, ils modifient les noms, ils modifient les parts sociales et puis ils se disent que non, c'est bon. Mais ils ne maîtrisent pas le fond. Ils ne maîtrisent pas le fond, ils ne connaissent pas les règles de sortie d'un associé s'il y a un blocage. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent face à des situations où, quand l'argent arrive et les problèmes commencent, on n'arrive pas à expulser un associé. Parce qu'on a pris un statut qui était là comme ça et puis on s'est dit non, on va l'utiliser. Et l'associé a tous les droits. Il a les droits, il a le droit de vote, il a le droit de blocage, il a le droit d'accès au compte, il a tous les droits de bénéfice. Et ça, c'est parce qu'on commet souvent des erreurs qui ne sont pas intéressantes. Il y a d'autres erreurs, mais je crois que je vais citer avec cette phrase parfaite ici. Oui. Si vous faites une mauvaise formalisation, vous plombez votre entreprise avant même d'avoir commencé. On peut reprendre. Si vous vous trompez,
dans le choix de la formalisation ou votre stratégie de formalisation, vous plombez votre entreprise avant même qu'elle ait déjà commencé? Merci Ibrahim. Monsieur Molion, vous qui êtes justement juriste fiscaliste, cette problématique devrait en principe vous intéresser de manière particulière. Nous autres Camerounais qui mettons des entreprises sur pied, vous avez eu de l'argent, vous avez seulement une idée de créer une entreprise. Habituellement, nous ne nous attardons pas beaucoup sur l'aspect formalisation. Bon, en fait, quand on parle formalisation, j'entends beaucoup plus la procédure administrative pour avoir les documents légaux Tout à fait. de l'entreprise. Alors, avant d'arriver à ce niveau, il y a tout un... Qu'est-ce qu'il faut comme document? Parce que l'émission est pédagogique. Hein? C'est-à-dire, moi, je veux créer une entreprise. Moi, j'ai de l'argent. Parfait, ici, veut créer une entreprise. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que, Moulium, excuse-moi, il y en a qui ont créé des entreprises, alors qu'en réalité, sur le plan administratif et juridique, il n'a pas une entreprise. Vrai ou faux? Vrai. Qu'est-ce qu'il faut donc? Alors, il faut déjà noter que sur le plan WADA, il y a plusieurs formes d'entreprise. Et ce qu'il faut pour l'entreprise, ou bien là où on doit aller, peut dépendre, ou bien doit dépendre de la forme de l'entreprise qu'on doit créer. Déjà d'emblée, il faut le dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Selon que vous voulez créer une entreprise individuelle, ou bien une SAR en forme WADA, ou bien une société, ou bien une SAR avec le capital social un peu plus élevé, ça va, les endroits vont dépendre. Lorsque vous voulez créer un établissement, ou bien une SAR, une personne, ou bien associé avec un capital de moins d'1 million, vous allez dans les centres de formation de création d'entreprise, ce qu'on appelle les CFCE. On en trouve principalement dans les chefs-lieux de région au Cameroun et également particulièrement dans certaines villes qui ne sont pas des chefs-lieux de région, comme par exemple Kribi, Edea et bien d'autres. Maintenant, selon que vous voulez créer un établissement, la procédure est simple. Vous apportez votre carte nationale d'identité, un plan de localisation, nom de l'entreprise, la liste d'activités et peut-être un numéro de téléphone. On vous sort un registre de commerce. On vous immatricule sur le plan fiscal. Donc, premier document, on vous sort un registre de commerce. On vous sort un registre de commerce. Parce que lorsque vous déposez ce document, vous prenez l'engagement des actes de commerce. Et quand vous déposez des actes de commerce, vous devenez commerçant. Le commerce, c'est une profession. Et quand vous êtes commerçant reconnu, on doit vous affilier au registre du commerce et du crédit immobilier, qui est un fichier tenu au greffe. Lorsqu'on vous affilie là-bas, on vous délivre un document, ce qu'on appelle le registre de commerce. Ça fait de vous commerçant. Ça veut dire que vous exercez la profession de commerçant. Là, principalement sur le plan, je appelle ça les établissements. C'est une entreprise individuelle, un établissement qui est assise sur la personne physique même. Maintenant, il y a les sociétés à responsabilité limitée, où à l'intérieur, il y a des parts sociales. Ça peut être ça unipersonnel ou bien avec ça, avec associé. Dans ce cas-là, maintenant, en plus de la carte nationale d'identité, d'un plan de localisation, il faut un statut. Le statut qui est un contrat qui régit le fonctionnement de l'entreprise sur le plan juridique. Et là, il faut WADA selon le droit, selon le droit des sociétés et commerciales et de groupements d'intérêt économique, à cadrer et régir les informations obligatoires qu'on doit trouver dans un statut. Là, donc pour ça, vous devez avoir la carte nationale d'identité, vous devez avoir les statuts déjà rédigés, car c'est sous seing privé, puisque lorsque vous partez au CFCE, votre statut est sous seing privé. Et le WADA a donné l'exclusivité, je crois que c'est depuis 2015, aux États de signer, c'est-à-dire de formaliser, d'officialiser les SAR en moins d'1 million de capital. Ça veut dire que l'administration peut le faire. C'est pour ça que vous voyez dans les centres de formation de création d'entreprise, on légalise les SAR en moins d'1 million. Oui, à moins d'1 million avec le minimum de capital de 100 000. Minimum capital de 100 000. Maintenant, lorsque vous voulez créer une SAR, parce qu'en principe et au départ, les sociétés, les SAR, c'est créé par devant notaire. Parce que lorsque vous partez au CFCE, votre contrat est sous seing privé. Ce n'est pas un contrat par la forme notariée. Vous asseyez, vous rédigez votre contrat
Et pour donner la valeur légale à votre contrat, ça doit passer à l'enregistrement. C'est pour ça qu'au CFCE, l'OADA a donné... Vous dites que le CFCE, c'est quoi? Centre de formation de création d'entreprises. D'accord. Qu'on retrouve dans toutes les régions. Ce sont des structures mises sur pied par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, où on trouve à l'intérieur les responsables du ministère des PME pour les procédures administratives, le greffe pour la légalisation du registre de commerce. Auparavant, il y avait le service des impôts qui, avec le temps, finalement, ne trouve plus de place parce que, avec la digitalisation du système fiscal, il y a de moins en moins de... Les impôts jouent de moins en moins de rôle dans ce centre-là. Donc, comme je disais, en principe, au départ, les sociétés devaient être créées exclusivement auprès des notaires, pas devant notaires. Mais avec l'évolution du temps, parce qu'il fallait améliorer le climat des affaires et faciliter les procédures aux usagers, l'OADA a décidé donc de ramener le seuil de moins d'1 million à la formalisation dans les centres de création d'entreprises, les CFCE. Et maintenant, à plus d'1 million en principe, la procédure doit se faire par devant notaire. Très bien. Par devant notaire, ça veut dire que vous partez devant notaire, celui qui rédige le contrat, procède tout, et puis procède à l'enregistrement, tout ça, ça se passe par devant notaire. Alors, nous allons donc nous résumer. Lorsque vous voulez donc mettre sur pied un établissement, vous aurez un registre de commerce. Par la suite, vous aurez quel autre document? Une attestation. Principalement, et ce qui est obligatoire, c'est le registre de commerce. C'est le registre de commerce. Parce que c'est ça qui est la tenue de l'entreprise, ça qui fait de vous commerçant. Maintenant, dans le centre de création d'entreprise, il y a un document qu'on appelle l'attestation de création d'entreprise, qui n'est plus une attestation qui justifie que vous avez créé l'entreprise. Oui. D'ailleurs, dans la procédure administrative au Cameroun, lorsqu'on vous demande votre dossier fiscal, on ne vous exige pas l'attestation de création d'entreprise. Donc le document le plus important, c'est l'immatriculation au registre de commerce, donc là, le registre de commerce qui est le plus important. Après ça maintenant, ça c'est l'immatriculation administrative, ça c'est la formation administrative. Il faut donc sur le plan fiscal que vous soyez connu. La loi fiscale dit que lorsque vous lancez dans une activité commerciale, lucrative, vous avez 15 jours pour vous immatriculer, pour vous faire connaître par le fisc. Parce que lorsqu'on parle de la formalisation au Cameroun, il y a plusieurs actes juridiques, plusieurs procédures qui entrent dans la formalisation. Il y a le registre de commerce, qui est l'immatriculation au registre de commerce. Il y a l'immatriculation fiscale, qui, après les procédures, l'administration vous délivre une attestation d'immatriculation qui fait de vous un contribuable. Il y a même l'immatriculation ou l'affiliation d'entreprise à la CNPS, ça fait partie des procédures obligatoires dans la formalisation. Donc il y a autant de choses. Maintenant, au fur et à mesure que les choses évoluent et en fonction des priorités de l'État, on peut de moins en moins être exigeant sur certains éléments. Au départ, l'immatriculation de l'affiliation à la CNPS est obligatoire. Mais à un moment, on a retiré cette obligation-là au CFCE parce qu'on se dit que quelqu'un peut une entreprise pour un début et exercer sans être immatriculé à la CNPS. Donc on a retiré à un moment cette obligation-là au CFCE. Mais ça reste parmi les obligations de la formalisation de l'entreprise. Merci, M. Moulion. On va passer la parole à Cyril Tchamba. Cyril, lorsque vous n'avez donc pas fait tout ceci, est-ce qu'il y a des risques lorsque vous êtes entrepreneur? Le premier risque, c'est que vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire de votre entreprise, parce que pour ouvrir le compte bancaire, il faut apporter tous ces éléments que les compagnies sont cités. Ensuite, vous ne pouvez pas candidater à des marchés ou à de la prestation dans des entreprises sérieuses. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans n'importe quelle entreprise sérieuse, on vous demande, en réalité, c'est comme un peu l'échange entre qui êtes-vous, c'est-à-dire votre entreprise, qui est-elle, et c'est l'ensemble de ces documents qui constituent ce qu'on appelle une offre de service qui permet d'être agréé auprès d'une entreprise ou d'une administration pour pouvoir faire des prestations. Si vous n'avez pas ces documents, en réalité, vous n'existez pas, vous restez dans l'informel. Et je
crois que l'État a assez simplifié les choses pour que vraiment quiconque des Camerounais qui veulent bien, qui veulent travailler, puisse avoir un minimum de documents. Parce que il faut dire pour créer un établissement dans une entreprise individuelle, on ne paye rien, c'est gratuit. Comment ça? On ne paye pas. Quand on va au CFCE pour un établissement, on ne paye pas. C'est gratuit. L'affiliation... C'est 41 500. C'est pas gratuit. Donc 41 500. Oui, 41 c'est monté vers 65 000 maintenant. C'est monté? C'est monté à plus de 65 000 maintenant. D'accord, donc je vais me mettre à jour là-dessus. Mais de mon époque, c'était gratuit. Il n'y avait rien à payer. Vous alliez juste au greffe du tribunal de première instance, et puis vous faisiez vos déclarations. Il n'y avait que le timbre à payer. Donc, la vie, c'est compliqué en tout temps. Ça, c'est compliqué. Ensuite... Ah, vous avez eu de la chance, hein? Oui, mais moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis entrepreneur au Cameroun. Donc, ça a bien évolué. Après, il faut aller auprès des impôts. L'inscription, par contre, aux impôts, je crois qu'elle est gratuite cette fois-là. Auprès de la CNPS, c'est gratuit. Donc, je pense que le conseil en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut tout faire pour être à jour de sa paperasse juridique fiscale, parce que ça nous évite de perdre du temps. Et les entrepreneurs ont besoin de temps. Et pour gagner du temps, il faut ça. Et c'est peut-être aussi l'occasion de dire une chose importante, c'est que arrêtons les histoires de quartier, le conseil d'un cousin. Il y a des professionnels qui ne sont pas très chers, qui peuvent accompagner les créateurs d'entreprises. Qui peuvent vous aider à créer cela. Évidemment, parce qu'une entreprise mal créée ou sur lesquelles les formalités n'ont pas été claires, c'est une entreprise qui se court de graves dangers, de graves problèmes. Or, le travail de l'entrepreneur, c'est d'anticiper les risques. Le premier risque, il est juridique, il peut être financier, mais le premier risque est juridique. Et puis, ce que je peux dire pour sortir du propos, c'est que nous avons un environnement qui est aussi rend la tâche difficile aux entrepreneurs. La bureaucratie, avec beaucoup de freins. Dans certains pays aujourd'hui, on peut créer une entreprise en 24 heures. Au Cameroun, il y a cette promesse de, je crois que c'est 48 heures, mais ce n'est pas véritablement le cas. Or, une entreprise peut être créée dans un bon nombre de pays. D'ailleurs, au Burkina Faso, je salue mon ami Bama Lagis qui est au Burkina Faso. En 24-48 heures, effectivement, j'ai eu à le vérifier. Donc, je crois que là-dessus, il faut que l'administration fasse des efforts. Et je peux plaider, parce que je suis de cette corporation, une chose importante, c'est que les gens oublient qu'il y a une chambre de commerce. Il y a les mouvements syndicaux du patronat. Les entreprises doivent s'affilier parce que c'est des organismes qui permettent de défendre le droit des entreprises, le droit des entrepreneurs. Et surtout que l'État aussi regarde sur les délais de règlement des factures de ces prestataires. Parce que un des grands freins au développement de nos entreprises, c'est qu'elles sont souvent pas payées à temps et elles attendent trop longtemps pour recevoir leur règlement. Donc ça, c'est vraiment un plaidoyer pour dire qu'il faut que le ministre de l'administration des Finances regarde là-dessus. Les 90 jours de l'État, c'est déjà assez long. Il faudrait que cela soit respecté pour que les entreprises puissent avoir des ressources pour pouvoir se développer. Merci Cyril. Alain, donc nous parlons donc de cette formalisation ce matin et je pense que nous faisons un travail de sensibilisation énorme. Ils sont nombreux, comme je le disais tout à l'heure, qui ont même beaucoup d'argent, mais qui à un moment donné ne savent pas ce qu'il faut faire pour être en règle. Ou alors, d'autres n'arrivent pas à se faire assister. Lorsqu'on est un entrepreneur, est-ce qu'on ne devait pas dire ce matin qu'il est urgent d'avoir toujours un expert en la matière pour vous orienter? Par exemple, justement, un juriste et fiscaliste. Oh oui. On a comme ça, en matière de fiscalité, déjà même pour notre plateau, M. Moulion qui est là. En matière d'entrepreneuriat, on a Ibrahim qui est là. Donc toi-même, dans ta question, tu nous donnes démonstration que tu ne t'es pas positionné antinomiquement. Donc tu as fait les choses comme il fallait. Donc ça veut dire que... Rassure-toi. Voilà, même pour les entrepreneurs, donc, ils sont tenus d'avoir l'expertise qu'il faut. Mais vous savez donc quelles sont nos réalités. Hein? Vous avez vu la jonglerie tout à l'heure, j'ai tiqué. Quand on a dit qu'on permettait que sans être capable de cotiser à la CNPS, on te permet de te lancer. J'ai tiqué. Parce que c'est ça, parce que on veut faire un bien, mais qui par la suite va faire beaucoup de mal. Or, la plupart du temps, on veut aussi faire un bien, du genre, non, il faut se lancer, qu'importe la condition financière, la situation des liquidités,
même si on n'a pas l'expertise qui nous accompagne, ou alors l'expertise elle coûte cher d'après nous et on ne peut pas se la permettre, mais on voit bien que par la suite ça peut nous rattraper parce que là on est dans la problématique de la formalisation, voilà, on est dans la problématique de la formalisation, donc de la norme, et on va constater que par la suite vous allez créer du fait que vous n'avez pas normalisé des problèmes dont vous aurez des difficultés à corriger par la suite. C'est ça le problème parfait. Et là, Maxime a sorti donc cette maxime proverbiale qui dit que le moins cher coûte cher finalement. Donc toujours se donner des moyens d'avoir l'expertise qu'il faut. Ça peut vous retarder, je sais pas moi, de quelques mois, voire de quelques années, mais prenez l'expertise de telle sorte que dès que vous vous lancez, vous êtes sûr que vous êtes vraiment parti sur les chapeaux de roue. Comme on parle des erreurs à ne pas commettre parfait, les gens, j'ai constaté en fouillant un tout petit peu que l'administration a pris des mesures de telle sorte que vraiment il faut mettre l'emphase sur le fait que vous déclariez en tant qu'unité entrepreneuriale que vous existez. Donc il faut même une insertion dans un journal d'annonce légale. Oui, oui, oui. Vous devez communiquer pour dire à l'opinion que vous existez. Il faut ouvrir votre sphère. Faut pas, parce que on parlait parfait. Je pense que c'est dans une des émissions ici des gens qui n'existent que dans leur voilà. Au niveau statistique, puisque les gouvernants pour prendre des mesures d'économie politique par rapport à votre écosystème, ils doivent avoir les bonnes informations. Parfait. Tu te rappelles, il n'y a pas longtemps, tu as titillé un tout petit peu en parlant en posant la problématique démographique. Nous sommes combien? Tout à fait. Justement, il faut avoir des bonnes statistiques justement sur l'écosystème entrepreneurial. Combien d'entreprises il y a, avec quel chiffre d'affaires, enregistré sous quel régime. Les pouvoirs publics doivent avoir toutes les informations possibles. Et c'est à partir de ces statistiques, justement, qu'on peut vous accompagner du mieux possible. On est d'accord là-dessus. Donc, du coup, même au niveau régional, vous devez vous faire enregistrer. Ça se fait. Au niveau, notamment aussi, il faut exister au niveau du ministère du Travail. Ils doivent avoir des informations sur vous, que vous existez, etc. Donc, il faut cette chaîne de communication pour dire que vous existez en tant qu'entreprise et profiter de tous les bienfaits qui pourraient en découler. Merci Alain, oui, c'est il faut dire qu'avant l'établissement, il y a ce qu'on appelle l'impôt libératoire pour les tout petits commerçants. C'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas déclarer, peut-être qu'ils font du commerce, des vendeurs ambulants, peuvent faire des déclarations auprès des mairies aussi. C'était une précision à apporter parce que ça existe. Bonjour. Alors c'est un message qui nous vient de +1 819. C'est un message qui nous vient du Canada. Bonjour le sac des modérateurs. Le sac qui porte toutes les photocopies de la modération. Toi le modérateur de tout temps, mais alors de tous les temps. Le seul unique qui nous restera quand les autres petits sacs auront pris la poudre d'escampette. Perfecto. Maintenant que le poste de consultant est désormais libre, j'entreprends de poser ma candidature. On y a moins proposé celle d'Alain Douc. Et c'est aussi de l'entrepreneuriat. Il est écrit « Demandez et on vous donnera ». Perfecto, donne-nous ça. Mais Dieu veut les terminologies. Nous, on n'est plus en terminologie. De facto, c'est ça. Voici donc la sagesse du quelle que soit la beauté de la photocopie, elle ne sera jamais l'original. Avec tout ceci, pourquoi chercher la photocopie? À demain 10h. C'est KDF depuis le Canada et qui nous envoie cette contribution. Un autre message ce matin. Bonjour parfait, félicitations pour ta nouvelle distinction. Votre émission étant pédagogique, je pense qu'il faut avoir des fiscalistes avant d'envisager la création d'une entreprise. Cependant, où trouve-t-on ces fiscalistes? Ils sont partout. Vous avez un sur le plateau. Vous avez un sur le plateau et ils sont nombreux, ils sont là. Il faut chercher. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour à tous sur le plateau. Face à la dénonciation du jour, j'aimerais relever que la société actuelle est un peu dans un état de psychose. Bon, c'est vrai que nous ne parlons plus de la dénonciation, hein. Nous cherchons des messages où on parle de l'entrepreneuriat. Bonjour parfait, avec ton plateau.
Je veux savoir si on peut partir d'une coopérative à une salle. C'est Patrice Mbarga depuis un Colia. Je ne sais pas, le fiscaliste peut apporter une réponse. La transformation d'une coopérative en une SAR, est-ce que juridiquement elle est prévue? Mais on peut créer parallèlement. C'est une mutation, ça existe. Ça existe. C'est un acte notarié en fait. Même l'établissement à la SAR, ça existe. Non, écoutez, l'immatriculation ou bien la création de la coopérative, c'est fait au niveau du ministère de l'Agriculture, dans le COPGIC, c'est-à-dire c'est au niveau de la région, ministère de l'Agriculture. Alors que la création de la SAR, alors que la création de la société se fait au niveau du greffe du tribunal, c'est-à-dire que c'est deux entités différentes. Il n'y a pas, le législateur n'a pas prévu la transformation d'une coopérative, en SAR. Il n'y a pas un texte qui a prévu le mécanisme de transformer une coopérative en SAR. En général, quand on fait une transformation, c'est quand on va faire l'acte notarié, parce qu'il y a la transmission du patrimoine. On dit dans l'acte notarié que le GIC X est désormais transformé en SARL, mais on va faire une nouvelle immatriculation. Ce n'est pas une transmission de facto. C'est-à-dire qu'on crée une nouvelle entreprise qui reprend le patrimoine de l'ancienne entreprise qui était dénommée GIC. Oui. Donc l'entreprise nouvelle prend juste le patrimoine, oui, mais la formalisation juridique, on commence à zéro. Voilà. Autre message ce matin, Info TV, l'école de la télé camerounaise. Une chaîne qui ne diffuse pas, une chaîne qui forme. Info TV a ceci de particulier. Elle ne se contente pas de remplir du temps d'antenne, elle révèle des talents, elle est polie, les structures, les projette sur les projecteurs. Combien de visages aujourd'hui familiers ont fait leur classe sur vos plateaux? Parfait ici, Alain Douc et tant d'autres. C'est chez vous qu'ils ont appris à tenir un micro, à porter un débat, à habiter un écran. Au-delà des hommes, il y a une mission, celle d'éduquer par le divertissement, de cultiver par l'image, d'élever le regard des Camerounais sur eux-mêmes dans un paysage parfois avare de sens. Info TV a choisi la lumière. Au PDG, à toute l'équipe, courage. Ce que vous construisez dépasse l'audimat. Vous bâtissez une mémoire, une école, un héritage. Que Dieu arrose ces jardins et qu'il donne aux autres chaînes la curiosité de regarder ce que vous faites au lieu de vous copier maladroitement. Info TV, la différence se voit. C'est Chiminga Steve Daniel Freddy qui envoie cette contribution. Salut la prose, parfait. J'en parle, oui. Un autre message ce jour. Pluie des messages comme d'habitude. Nous tombons donc sur celui-ci. Alors, bonjour, monsieur Aïssi. Prenez mon message de tout à l'heure au sérieux. Ah, c'est celui qui a fait allusion à Martinez de Zorola tout à l'heure. Il me dit, monsieur Aïssi, prenez mon message de tout à l'heure au sérieux. C'est à cause d'une femme que Macron est devenu président en France. Souvenez-vous de l'histoire de Dominique Strauss-Kahn et la fille de chambre. Cette dame nous dira dans les prochains jours que c'est son mari qui écrit la fameuse phrase « Je suis dans l'eau ». C'est toujours Abdoulaye Onana. Abdoulaye Onana, vraiment... Vous avez des propos compliqués. Hein. Je ne sais même pas finalement là où vous voulez nous amener. Vous êtes chez Martinez Zogo, vous êtes dans Je suis dans l'eau, vous êtes... Bon, moi je préfère quitter ce couloir Abdoulaye Onana. Même votre nom même est compliqué. C'est vous qui vous appelez Abdoulaye et c'est vous qui vous appelez Onana. Tu dois être compliqué. Alors, on repasse la parole à Ibrahim. Hein. Ibrahim, il nous reste pratiquement 10 minutes à passer ensemble. C'est vrai qu'on a donné des conseils, mais nous allons continuer à approfondir lorsqu'on est entrepreneur, parlant de la formalisation de manière claire, de manière précise. Qu'est-ce qu'il faut finalement faire pour devenir un vrai entrepreneur? Alors, je crois que s'il faille déjà aller à la phase de la formalisation, allez à la phase de la formalisation lorsque vous avez déjà testé votre produit et qu'il marche. Lorsque vous avez un marché, lorsque vous avez des réels clients. Ne soyez pas précipité d'aller vous formaliser, pourtant vous n'avez même pas un seul client, vous n'avez même pas encore testé le marché, votre produit n'a aucune part de marché sur le terrain. Vous allez encore aller prendre d'autres charges qui vont vous mettre au sol.
Donc, avant de passer à la formalisation, demandez-vous d'abord s'il est le temps de passer à la formalisation. Il ne faut pas passer à la formalisation trop tôt et il ne faut pas passer à la formalisation trop tard. Lorsque vous passez à la formalisation, il faut choisir le bon timing. Choisir le bon timing avec des indicateurs de base avant de dire, OK, c'est le moment d'aller me formaliser. Ça s'appelle une étude de marché. Voilà. Il y a cette étude de marché là également qui est un élément, qui est un outil à la décision pour savoir si je m'y lance ou si je ne m'y lance pas. Nous l'avons déjà dit ici, il faut véritablement se tourner vers des aînés, vers des fiscalistes. Je pense que tellement les gens cherchent le travail que les offres de prestations peuvent relativement être beaucoup moins coûteuses aujourd'hui au Cameroun. Donc je crois qu'il suffit d'aller vers les instances compétentes. Vous avez Moliom ici, il a tout un centre, il y a un centre qui accompagne ces affaires-là et vous allez obtenir solution. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vous formaliser. Nous vous encourageons vers la formalisation, mais demandez-vous bien si vous avez fait le bon choix, la bonne forme, et si l'orientation que vous avez prise est alignée avec la vision que vous avez de votre projet, de votre entreprise. Merci Brahim Mouliom. Il y a également un autre souci sur ce plateau. Certains ont fait comprendre que l'État a véritablement déjà simplifié les procédures. Au bout de quelques jours, vous pouvez formaliser votre entreprise. Mais comment se fait-il que nous retrouvons encore certains Camerounais qui réussissent quand même à faire le faux lorsqu'il faut formaliser son entreprise? Vous en connaissez, j'espère. Il a des faux documents. Un faux registre de commerce, une fausse attestation, une fausse immatriculation, ainsi de suite. Oui, mais sauf que cela il peut faire évoluer, puisque dès que vous vous présentez dans une administration sérieuse, dans une institution, vous postulez un marché, on va détecter facilement. Tout est informatisé. Tout est informatisé. Tout est informatisé. Et puis, vous savez... Il y en a qui vont à Bonamoussadi pour aller fabriquer des papiers. Bon, vous savez, nous sommes dans un environnement où les gens pensent que... C'est-à-dire, on montre le chemin à quelqu'un, mais il cherche toujours là où il peut contourner en pensant qu'en contournant, il peut avoir des facilités et à faire à moindre coût. Juste, je peux dire que c'est de l'ignorance, en principe. Parce que depuis près de 10 ans, un peu plus de 10 ans que les CFCE existent, et puis les procédures ont été simplifiées, ça m'étonne de savoir que les gens peuvent se balader encore avec... Il ne veut pas dépasser les 61 000. Avec les faux registres de commerce. Gardez le microphone à Moliom. Il y a une question ici, je pense, qui vous concerne. Bonjour le sac de modérateur. Comment passer de l'établissement à la salle? Il continue. Et comment cela peut, et combien cela peut coûter financièrement? Quel est l'avantage de la salle par rapport à l'établissement? Ou alors, quels sont les inconvénients de l'établissement par rapport à la salle? Alors, il faut déjà dire que l'établissement, c'est une entreprise individuelle qui est assise sur votre personne, votre identité. Ça veut dire que c'est votre patrimoine. Alors que la salle, c'est une société qui a une personne morale à part. L'établissement, c'est une personne physique. La SAR, c'est une personne morale à part qui peut avoir son patrimoine exclusif. On va parler comme au quartier. Oui. L'établissement, c'est ta chose. C'est ta chose. Mais la salle, vous êtes plusieurs. Dans la salle, vous êtes plusieurs. Dans l'établissement, vous avez le statut de commerçant. Oui. Dans la salle, c'est la société qui a le statut de commerçant. Vous, personne, vous n'avez pas le statut de commerçant. Mais il n'y a pas des personnes qui détiennent à eux seuls une salle. Si. Oui, bon, il y a les salles unipersonnelles. Il y a les salles unipersonnelles. Mais là, c'est tout différent. Il y a une salle unipersonnelle, mais ce n'est pas votre personne physique qui est engagée. Je vais prendre un exemple. Si vous avez un dossier fiscal qui a une difficulté, vous devez payer vos impôts et vous ne parvenez pas à obtenir votre attestation de conformité fiscale parce que c'est bloqué et c'est à votre nom personnel. Ça veut dire que vous pouvez être bloqué dans toutes vos transactions. Vous ne réglez pas ça, vous ne réglez pas ça. Et vous ne pouvez pas le faire tant que c'est assis sur votre personne. Par contre, lorsque c'est une SAR, vous pouvez avoir une SAR et que le dossier fiscal n'est pas bon, l'ACF, l'attestation de conformité fiscale de la SAR peut être bloquée pendant que vous, individuellement, vous n'êtes pas bloqué. Deux personnes. C'est deux personnes différentes. Il a posé une autre question. Je ne sais pas si vous avez répondu. Comment est-il possible de passer d'un établissement à la salle? Sur le même mécanisme de tout à l'heure. Voilà. Bon, en principe, le législateur n'a pas prévu la transformation
d'un établissement en SAR. Vous avez un établissement et vous voulez devenir une SAR. Il faut créer la SAR et adresser et faire une note au registre de commerce. Demander la radiation d'un fichier de commerce pour qu'on vous efface là-dessus, pour qu'on efface votre nom. Et on vous retire du fichier des commerçants. Oui. Il y a la radiation du fichier des commerçants qui se passe au greffe. Et également, lorsque vous avez fait la radiation, vous procédez également à la cessation temporaire ou bien définitive de l'activité sur le plan fiscal. Parce que si vous créez une SAR et laissez l'établissement continuer, parce qu'on n'a pas prévu un mécanisme de transformation de l'établissement en SAR. Sauf que peut-être on peut muter les biens, le capital de l'établissement en SAR, mais on ne peut pas transformer l'établissement en SAR. Ça veut dire que vous cessez avec l'établissement et vous créez une SAR. Et quand on parle de cessation, il s'agit déjà de la radiation au fichier des commerçants et de deux maintenant de la cessation fiscale. Parce que si vous ne cessez pas fiscalement, les dettes vont continuer à s'accumuler d'année en année que vous n'avez pas payé vos impôts, alors que vous n'exercez plus. Il y a même un rapport qui a été fait au niveau international qui présentait ce déphasage entre le nombre exact de commerçants, c'est-à-dire d'entreprises, il y a le registre de commerce qui existe au Cameroun, et ceux qui sont affiliés dans le fichier de registre de commerce du crédit immobilier. Parce qu'au Cameroun, on se rend compte que les gens arrêtent les activités, mais ne procèdent pas à la radiation au fichier même. La déclaration de cessation d'activité. Ça veut dire que si vous partez au greffe, on va faire les statistiques au Cameroun que peut-être il y a 400 000 entreprises créées. Sans compter que dans les 400 000 entreprises créées qui est recensé dans le fichier du nation du greffe, il y a peut-être 200 000 qui n'existent plus. Parce qu'on n'a pas la culture d'aller faire la cessation au niveau du greffe, et la législation et l'État ne met pas l'accent là-dessus. Ce qui fait qu'on a souvent des faux statistiques. Cyril Tchamba voulait coller un mot. Ça s'appelle la liquidation. Maintenant, pour ce que je pourrais donner plutôt un conseil, et pour étayer, il y a une notion que les Camerounais oublient quand on crée une SRL. Ça s'appelle la notion d'abus de biens sociaux. Ça veut dire quoi? C'est contenu dans l'acte de WADA. C'est-à-dire que quand vous avez un établissement unipersonnel, un établissement, en fait, tout est sur vous et vous êtes solidaire de tout ce qui se passe parce que c'est votre établissement. Vous êtes le responsable. Vous êtes le responsable, même des dettes. C'est-à-dire que si l'entreprise vous contractez des dettes, c'est sur vous. Votre patrimoine est impacté sans aucune restriction. Maintenant, quand vous créez une SRL, c'est une société à responsabilité limitée. Ça veut dire que vous décidez de créer une société dans laquelle vos responsabilités ne sont plus directes. Elle a sa vie personnelle et vous avez une responsabilité à hauteur de vos apports, de vos parts. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette société a son patrimoine propre. Et cela induit des notions de gestion qui soient différentes de l'établissement. Ce qui fait que le compte bancaire de l'entreprise appartient à l'entreprise. Sa voiture lui appartient. Donc, quand vous utilisez le patrimoine de l'entreprise à des fins personnelles, non justifiées par votre activité de l'entreprise, ça s'appelle abus de biens sociaux. Les cas comme Bernard Tapie sont allés en prison pour avoir utilisé l'argent de leurs propres entreprises. Parce que cette fois-là, c'est déjà une personne morale. Donc, quand vous prenez son argent, donc quand je vois des hommes d'affaires qui prennent de l'argent de l'entreprise pour faire des voyages, pour construire des maisons, si on rentre là-dedans... Ce sont des détournements. Ce sont des détournements. Donc, dans le cadre de l'activité d'une entreprise privée... c'est ton entreprise. Non. Dès qu'elle est une SRL, c'est deux patrimoines séparés. Le tien... Il faut voir le sens, hein? Bien sûr. Et à la fin de l'année, on calcule les dividendes et vous avez droit à vos dividendes. C'est à ce moment que vous pouvez utiliser à votre guise. Mais ce qui reste dans le cas de l'entreprise, reste dans le cas de l'entreprise. Or, si on fouille là, vraiment, beaucoup d'entre nous, les hommes d'affaires, on tombe là-dedans. Et c'est très important parce que ça étaye en réalité ce que les téléspectateurs disaient. La différence, elle est là. Ça induit une gestion différente et donc des responsabilités différentes. Donc, et on peut aller au SA, c'est aux sociétés anonymes qui encore sont à un autre niveau, qui permettent que l'entreprise vive complètement toute seule sans qu'on ait un impact là-dedans. Donc, je pense que c'est un conseil à donner parce qu'il faut que les gens sachent que et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on ne voit pas bien l'environnement dans lequel on évolue. Les gens voient leurs entreprises sur le problème du quotidien. Ils ne voient pas l'entreprise dans le temps.
et tout ce que ça peut comporter comme exigence sur le plan de l'apprentissage permanent. Parce que les challenges qui arrivent dans l'entreprise exigent des compétences. Donc le manager doit aussi savoir qu'il est quelqu'un qui doit se former progressivement parce que l'entreprise doit grandir et lui aussi. Et or, certaines entreprises au Cameroun sont limitées parce que le manager est limité. Il ne se forme pas assez. Donc c'est des conseils à donner de dire que c'est un combat permanent pour le manager de pouvoir, n'est-ce pas, challenger et se challenger lui-même pour que les entreprises puissent être prospères et profiter à l'économie et surtout à l'emploi, notamment des jeunes Camerounais. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire ce matin. Émission presque essentiellement pédagogique. Lorsque nous sommes entrepreneurs et que nous voulons justement formaliser notre entreprise, ça ne se passe pas comme au village. Il y a une législation en vigueur et le conseil également, c'est de se rapprocher d'un expert pour qu'on vous explique également les avantages et les inconvénients lorsque vous choisissez un régime. Merci à Cyril, merci à Ibrahim, merci à Lino, merci à Moulion. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci,